Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Si votre nom est lié à une autre planète, c'est la nôtre que vous n'avez jamais cessé d'explorer avec l'intention de donner beaucoup, et pas seulement de votre personne. Votre route vous a permis de tracer un chemin de vie que nous allons raconter aujourd'hui à travers des dates clés. Bonjour Alexandre Mars. Bonjour Jacques. Alors, vous publiez Pause, un livre pour une vie alignée chez Fayard, qu'on va évoquer bien sûr, un livre où vous tutoyez le lecteur, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et votre parcours est assez atypique, il faut bien le dire. Alors on va le faire à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er avril 1996. Ce n'est pas une farce, c'est la création officielle de A2X. Ah oui, alors là, vous me faites plonger, j'aime beaucoup. Merci Jacques. On est dans les années 90, là, c'est le début de l'Internet. Oui, exactement. Et vous créez une société spécialisée dans l'édition de logiciels pour classer des documents. Ce qui est assez nouveau à l'époque. Oui, en fait, on avait trouvé un terme, en fait, c'était une agence web. Oui. On essayait de développer, et j'ai été tout jeune, hein, j'avais à peine 20 ans, donc l'objectif c'était de créer, d'aller voir des entreprises pour leur dire que le futur n'allait plus être le Minitel, pour ceux qui se souviennent du Minitel, Bien Jacques. sûr. Mais Beaucoup se souviennent du Minitel rose d'ailleurs. Ah oui, mais c'est comme ça qu'il y a beaucoup de fortunes qui sont créées. Et moi je leur disais, le Minitel c'est une chose, l'avenir c'est Internet. Mais personne n'en parlait à l'époque, Alexandre. On n'était pas nombreux, c'est ça qui posait problème. On n'était pas nombreux, Jacques, mais en plus de ça, Jacques, c'est qu'il y avait quand même pas grand monde qui pouvait faire confiance à un jeune de 20 ans. J'avais 20 ans, j'essayais de convaincre les gens en disant, faites-moi confiance. L'Internet est le futur. Et vous avez créé à l'époque, je crois, on pouvait faire des données de paiement grâce à votre logiciel. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Je pense que malheureusement, c'est toujours le timing qui compte. Je me retrouvais juste à un bon timing. L'Internet commençait vraiment à apparaître. Mais j'avais que 20 ans, Jacques. Et c'était un problème parce que quand les gens me voyaient arriver, alors il faut dire aussi que j'avais les cheveux un peu longs, j'avais la barbe, j'avais des pantalons assez larges. Donc les gens me voyaient arriver en me disant, on n'aura pas confiance en vous. Quoi que vous me racontiez, on n'aura pas confiance en vous. Oui, mais pourtant, on était en pleine bulle Internet qui a explosé d'ailleurs un peu plus tard. Et les gens il y avait des gens qui ne croyaient qu'en Internet et investissaient en ignorant qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent au départ. C'est vrai, mais là, on est en 96. La vraie bulle arrive dans l'année 2000. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais un peu d'avance par rapport à cette bulle-là. C'est vrai que la bulle Internet est arrivée juste après. C'est vrai qu'il n'empêche que en 96, il n'était pas très bon d'être trop jeune quand vous lanciez une entreprise. Alors, en plus, vous n'êtes pas le pionnier, puisqu'en 1842, la comtesse Ada Lovelace crée des diagrammes pour la machine analytique de Charles Babbage. C'est les premiers programmes informatiques au monde. Waouh, ouais, non, mais de toute façon, ça ne me dérange pas de ne pas être toujours avant les autres. Hein. Non, mais c'est. Faut pas être trop tôt, hein, vous voyez, on s'en souvient pas. Vous vous en souvenez là parce que vous avez fait des recherches. Ouais. Mais qui se souvient de c'est comtesse, c'est ça? Oui, Ada Lovelace, en 1842. Lovelace, c'est joli. Hein. Alors, vous êtes né à Boulogne-Billancourt et je crois que dans votre famille, déjà, on était très intéressé par tout ce qui se développait. Avec votre père notamment, qui a développé la branche d'un cabinet très célèbre en Angleterre. Oui, exactement. En fait, mon papa et mon grand-père, côté paternel, c'est vrai, étaient plutôt des entrepreneurs. D'ailleurs, les entrepreneurs, mon grand-père déjà habitait Bordeaux, et avait lui-même aussi créé une petite entreprise. Mon papa a fait la même chose. Il a d'abord rejoint un grand cabinet de conseil, puis il a monté son propre cabinet de conseil. Donc peut-être c'est un peu dans notre sang, on aime bien créer, construire, voilà. Voilà, mais en même temps, les cabinets de conseil, on en parle beaucoup depuis quelque temps, ça n'existait pas beaucoup à l'époque, Alexandre Mars. En effet, là on est début des années 70, il y avait peu de conseils, ce qu'on appelle les cabinets de conseil en stratégie, il y en avait assez peu, et c'est ces années-là on a commencé à voir se créer certains cabinets. Aujourd'hui, vous les connaissez, oui. Ces cabinets-là, on appelle McKinsey, BCG, Bain, un certain nombre, et en effet, il y avait l'innovation, pas l'innovation technologique, Jacques, cette fois-ci, mais juste un autre type d'innovation. Et je crois que les premiers cabinets conseils sont nés à Boston en 63, et aujourd'hui, il y a plus de 100 bureaux dans 50 pays. Exactement. Alors, il se trouve aussi que votre mère est importante dans votre carrière, car dès que vous grandissez, vous comprenez, Alexandre Mars, qu'elle est très engagée dans l'action sociale. Oui, je grandis avec... et en fait, c'est quelque chose qui était au quotidien pour moi. Au quotidien, je voyais ma maman s'occuper des autres. Et donc, c'était pour elle... c'était même pas quelque chose de non ordinaire, c'était totalement normal, totalement conscient qu'elle faisait ça. Donc il n'y avait pas une personne qu'elle n'essayait pas d'aider. Donc moi j'ai grandi, donc mes parents ont divorcé très jeune, hein, j'avais 3 ans, donc je les ai jamais
connus ensemble, mes parents. En revanche, j'ai toujours vu ma maman continuellement s'occuper de gens qui avaient peu. Oui, et en même temps, garder une joie de vivre permanente malgré les épreuves. Ouais, je pense qu'elle m'a appris très tôt qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Alors, c'est une philosophie de vie, hein. Oui. Parfois c'est très difficile. Et vous, Jacques, moi, et je pense que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ont aussi eu des moments très compliqués dans leur vie. Et c'est vrai qu'il y a souvent deux stratégies. Soit on essaie de voir comment on arrive à s'en sortir, soit ça nous abîme encore plus et on descend au fond de la piscine. Maman, malgré le fait qu'elle avait eu des vrais drames et qu'elle a eu des vrais drames dans sa vie, elle essayait toujours de regarder le haut, en fait. Regarder le verre à moitié plein. Voilà. Alors, le premier drame relatif que vous vivez, Alexandre Mars, c'est le lycée Florent Schmitt de Saint-Cloud, où vous n'êtes pas parmi les meilleurs de la classe. Exactement, mais ça a même commencé au collège, Jacques, parce qu'au collège non plus, je n'étais pas les meilleurs de ma promo. Donc je commence à redoubler. Ma première classe que je redouble, c'est la 3e, Oui. Jacques. Et donc voilà. Donc, Celle du BEPC. c'est exactement. Donc voilà, je suis pas un très bon élève. La vérité, Jacques, c'est que je n'étais pas forcément concentré parfaitement sur les études, et donc j'ai toujours fonctionné avec des très hauts et des très bas dans les études. Donc, soit j'étais vraiment très bon dans ma classe, soit j'étais vraiment pas bon à un point de redoubler. Et c'est m'arrivé une deuxième fois parce que je fais partie de ces gens qui ont redoublé leur bac. Oui. C'est faisable, il y en a encore. Voilà. C'était l'époque, en tout cas. Oui, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui simple d'avoir son bac. Et encore, moi, je faisais partie des gens. J'ai redoublé mon bac. Donc j'ai eu la malchance. Donc en effet, vous parlez d'échec. Tout est relatif, mais en tout cas, de redoubler 2 fois, ça fait beaucoup. Oui, alors il y a quelqu'un qui a provoqué un déclic en vous, c'est votre proviseur, Alexandre Mars. Proviseur, il s'appelle Pierre Attal. Il s'appelait Pierre Attal parce qu'il n'est plus. Et j'étais président des élèves du lycée. Donc, ce qui veut dire que j'avais une représentation au quotidien ou toutes les semaines et tous les mois avec mon proviseur. Et donc, moi, très tôt, ce que je vous explique par rapport à ma maman, j'ai compris qu'une grande partie de mon existence allait être déployée, en tout cas déployer mon énergie au service des autres. Et là, je prenais ça très à cœur. Dès le collège, j'étais président des élèves du collège, du lycée. Et donc, il y avait des professeurs qui ne voyaient pas forcément mes qualités. Mon proviseur a vu des qualités, en tout cas des qualités d'entraide, des qualités de leadership. Et en effet, quand certains professeurs ne voulaient pas que je redouble, parce qu'ils me voyaient arriver, ils voyaient qu'en terminale, j'allais pas avoir mon bac. Moi, je pensais que j'allais encore l'avoir sur le talent. En effet, le talent a ses limites, pour peu que vous en ayez. Et là, voilà, le proviseur s'est levé, a dit si Alexandre n'a pas son bac, ce qui est encore à voir, il redoublera dans mon lycée parce que j'ai vu des choses que moi je comprends et qui fera des grandes choses, mais il faudra qu'il soit ici. Et vos premières grandes choses, ce sont ces concerts que vous avez organisés et qui vous ont permis d'acheter vos 2 premiers ordinateurs. Exactement. Donc je me retrouve dans ce lycée à créer à être entrepreneur moi-même en fait, à essayer de me dire mais comment je peux gagner un peu d'argent et donc là organisation de grands concerts parce qu'il y avait 1500 personnes, c'était des projets assez ambitieux. Qu'est-ce que c'était comme concert? Concerts de tout type de musique, donc c'était assez large. Dans la musique, c'était des musiques que des jeunes lycéens ou universitaires allaient aimer, donc ça allait du rock au rap, c'était assez éclectique. Et donc grâce à ça, je gagnais en effet, j'ai gagné de l'argent. Cet argent m'a permis d'acheter des ordinateurs et donc de là monter cette entreprise dont vous citiez tout à l'heure, au avril 96, A2X. Voilà. Et les ordinateurs étaient beaucoup plus chers à l'époque qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'il fallait un petit peu avoir thésaurisé avant, gagner un peu d'argent pour pouvoir acheter des ordinateurs. Et donc je monte ça avec un très bon ami à moi qui s'appelait Xavier. C'est pour ça A2X. Vous voyez, le marketing du nom était quand même pas très compliqué. On était 2. Il fallait absolument qu'on soit dans les premiers, à l'époque, c'était bien avant les moteurs de recherche et des annuaires qui existaient à l'époque. Hein. Et les annuaires, en fait, vous mettiez votre lettre et plus vous étiez tôt dans l'alphabet, mieux c'était. Donc voilà. On s'est dit, voilà, c'est des idées qu'on a à 20 ans. À 20 ans, on pense avoir des idées de génie quand c'est des choses qui sont pas si folles que ça. Et il se trouve que d'ailleurs, un génie aussi du théâtre, Mitty Goldin, avait intitulé son théâtre l'ABC parce que ça lui permettait d'être le premier sur les lignes programmes des journaux. Et il y avait plus de monde. Ben voilà. Et puis alors, les ordinateurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une chanson qui est liée à la première synthèse vocale par ordinateur. Une chanson de 1892, Daisy Bell, que Kubrick évoque dans 2001, Odyssée de l'espace, et c'est la première fois qu'une chanson est utilisée pour une synthèse d'ordinateur. Oui,
J'en apprends avec vous, Jacques, hein, j'en apprends. Alors, vous avez aussi beaucoup appris avec la fac, car vous avez rebondi Nanterre, et puis Dauphine, et puis HEC. Exactement. Mais ça aussi était un parcours du combattant. Ah, vous parliez du livre Pause. Il y a un chapitre dans le livre Pause où qu'est-ce qu'on fait après des échecs. Oui. On en parle, soit on essaie de créer quelque chose, et puis il y a des chemins de traverse. Moi, en effet, je n'avais pas les moyens, après avoir redoublé mon bac, de rentrer dans la meilleure prépa de France. Donc, ce n'était pas forcément la manière que j'allais pouvoir arriver à atteindre mon objectif. Mon objectif, c'était d'arriver à HEC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais qui était ma petite amie, elle était très à l'inverse de moi. Elle avait 2 ans d'avance, elle a pu rentrer dans la meilleure prépa HEC de France. Donc, et donc je m'étais dit, je vais te retrouver. Mais moi, je vais prendre des chemins de traverse. Voilà. Ces chemins de traverse, je commence à Nanterre, parce que je crois que c'était la seule faculté qui voulait bien m'accueillir. Hein. Donc merci faculté Paris 10 Nanterre de m'accueillir. Donc je fais mon doc là-bas. Ça se passe très bien, j'ai des très bonnes notes. Je me mets un peu à travailler, Jacques, aussi, il faut dire. Hein. Je me motive un peu plus que j'étais motivé par le passé. Et voilà, donc je deviens un très bon élève, qui est un très bon élève à Dauphine et qui termine à être un très bon élève à HEC. Voilà, ça c'était. Et donc je retrouve mon épouse. Voilà, quand elle terminait son chemin, moi je l'ai accompagnée. Et vous avez eu aussi l'amour de votre métier. On va en parler à travers une autre date, le 1er avril 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Mars. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Mars. Un parcours méconnu avec un parcours totalement atypique. Vous publiez Pause pour une vie alignée chez Fayard, on va en parler. Mais votre parcours professionnel qui a débuté après des études chaotiques, c'est lié à une date notamment importante que j'ai retrouvée, le 1er avril 2015. Dans le numéro du 1er avril 2015, vous figurez dans un journal américain, The New Yorker Observer, dans le top 20 des philanthropes. Oui, comment je termine là, c'est ça? Non, mais vous vous souvenez, vous êtes dans ce numéro en caricature, ouais. Et vous êtes l'un des 20 philanthropes de moins de 40 ans. Ouais. C'était extraordinaire. Oui, en fait, moi, c'était pas un objectif de vie. Hein. Donc moi, un objectif de vie que j'ai depuis longtemps, Jacques, c'est d'être utile à ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc il est sûr que quand un magazine américain vous met en avant de cette manière-là, ça prouve que, en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Alors il se trouve que ce magazine américain, il existe depuis 1987 et il est lié à une série de télévision célèbre puisque le roman a été publié dans ce magazine. Je ne sais pas si vous connaissez la série Sex and the City. Eh bien, elle est née dans The New York Observer et elle a été publiée à l'époque où vous êtes cité dans ce journal. Et c'est une série qui a fait un tabac dans le monde entier. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Non, mais j'en ai évidemment beaucoup entendu parler, ayant habité longtemps aux États-Unis, Jacques, vous le savez. Bien sûr. J'ai longtemps habité aux États-Unis, donc évidemment, c'était un sujet de New York. Alors, pour en arriver là, il y a eu un parcours à risque, parce que vous avez passé votre temps, Alexandre Mars, à monter des sociétés et à les revendre. Et je crois que la première, vous l'avez vendue, et vous avez créé Faune Valley. Oui, en fait, moi, mon objectif, c'était pas de créer des entreprises uniquement pour créer des entreprises. Très rapidement, je me suis dit, il faut que j'ai des moyens de mes ambitions. Et les moyens de mes ambitions, je savais qu'il fallait que j'ai un peu d'argent. Je le savais. Je savais qu'il n'y avait pas tellement d'autres manières de pouvoir avoir une certaine liberté, atteindre cette liberté-là. Et donc, je me suis dit très tôt, après l'entreprise A2X dont vous avez parlé, tout de suite après, je me dis qu'est-ce qui va se passer d'après et après et après. Donc l'objectif, c'était pas le mythe de Sisyphe, hein, créer quelque chose et puis recommencer de zéro, mais il faut que j'ai cette liberté d'action. Et cette liberté d'action devait forcément aller avec des moyens financiers. Oui, mais en même temps, The Faune Valley, vous pensez au téléphone mobile à une époque où il n'est pas encore dans le quotidien de chacun. Certains, mais c'est ça, il faut toujours... Le timing veut tout dire quand vous êtes entrepreneur. Il ne faut jamais être trop tard, jamais trop tôt, il faut être dans un bon timing. En effet, quand je développe cette société, Faune Valley, à l'époque... Le mobile n'était pas aussi réputé qu'aujourd'hui. On est en 2002, 2003. Je vous rappelle que l'iPhone est sorti en 2007. Donc c'était avant tout ça. Et donc on était quand même un peu précurseur. Et à un moment ou à un autre, je me souviens, parce que c'était une discussion qu'on avait quand on allait voir des gens, je disais, Jacques, vous savez, un jour prochain, la première chose que vous ferez en vous levant le matin, ce n'est plus d'embrasser votre proche dans votre lit,
ça sera de regarder votre téléphone. Et je peux vous assurer que Jacques, que quand je disais ça en 2003, 2004, 2005, les gens me disent, mais Alexandre, jamais ça se passera comme ça. Je n'ai pas envie de demander aux gens qui nous écoutent maintenant, ceux qui font le matin en se réveillant. C'est évident. Mais voilà, donc c'est une évolution. Donc il faut arriver de nouveau à être en phase avec une évolution de marché ou des évolutions, pour le coup, de société. Oui, mais il faut être visionnaire pour cela. Moi, je me souviens des premiers téléphones portables où on passait par une opératrice. Et c'est le premier à avoir eu un téléphone, c'était Pierre Lazareff, le directeur de France Soir. Francis Blanche, foudrage en a un. Il appelle Pierre Lazareff qui lui répond « Écoute, ne quitte pas, je suis sur la seconde ligne ». C'était assez particulier. Mais c'est vrai que là aussi, il fallait monter un réseau, et vous avez monté un réseau pour arriver à développer ce projet, Alexandre Mars. Oui, mais c'est toujours le même sujet. Quand vous êtes entrepreneur, il n'y a pas tellement de choix. Vous avez une idée, au départ, c'est beaucoup d'espoir. Et si vous ne travaillez pas énormément, cet espoir ne prendra jamais vie. Donc, il faut travailler. Et donc, j'ai appelé, mais vous ne pouvez pas imaginer, Jacques, le nombre de personnes qui m'ont dit non. Pour une personne qui me disait oui, j'avais 10, 15, 20 personnes qui me disaient non. Et ça a été toute ma vie. Hein. C'est l'histoire de ma vie, Jacques, ça. Hein. Ça n'a pas empêché. L'histoire de ma vie. Ça ne nous a pas empêché de continuer. Mais non, mais ça m'empêche pas. Je sais pourquoi je le fais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc vous montez cette société et au moment où ça marche, paf, vous la revendez à Publicis. C'est pas étonnant. C'est le principe souvent de l'entrepreneuriat. C'est vous créez, vous construisez. Et puis, à un moment ou à un autre, quelqu'un plus grand que vous va dire « Tiens, ça m'intéresse et ça peut être pertinent par rapport à un autre service que nous avons ou qui pourrait compléter ce que nous n'avons pas. » C'est ce qu'a fait à ce moment-là Maurice Lévy avec son équipe chez Publicis, voyant que Faune Vallée allait complémenter, en tout cas allait être assez utile par rapport à ceux qu'à l'époque, ils n'avaient pas. Et quel beau groupe, le groupe Publicis. Alors, il se trouve aussi que vous avez développé en parallèle une plateforme qui s'appelle Scroon. Et là aussi, c'était visionnaire parce que les réseaux sociaux, on n'en parlait pas, Alexandre Mars. Là, en effet, je me retrouve là, on est vous qui connaissez parfaitement les dates, Jacques, on est en 2006, 2007, si je me souviens bien. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'imagine ou je vois apparaître quelque chose qui est balbutiant peut-être, mais quelque chose qui va évidemment être le raz-de-marée qu'on connaît, les réseaux sociaux. Et donc à ce moment-là, je développe pas quelque chose, je mets quelque chose pour développer ces réseaux sociaux plutôt dans la plateforme. Et donc c'est cette entreprise Scroon que je développe. Là, ce qui était bien, c'est que les gens commençaient à m'écouter de manière un peu plus intelligible. C'est-à-dire que la première boîte que j'avais montée, les gens me disaient « Bon, t'as 20 ans, ça va être un coup de chance ». La deuxième, on dit bon, ça y est. Et là, la troisième, on dit bon, t'as réussi deux premières fois, il y a des chances qu'on puisse te faire confiance. Oui, mais en même temps, les réseaux sociaux, on n'en parlait pas beaucoup. J'ai retrouvé un document en 1954. L'anthropologue britannique John Arundel Barnes est le premier à utiliser la notion de réseaux sociaux dans un article de journal. C'est extraordinaire. Mais à l'époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. On a attendu, oui. Alors c'est sûr, là peut-être on en parle trop aujourd'hui, non Jacques? C'est autre chose, c'est un autre débat. Et en tout cas sur Sud Radio, on parle vrai et on écoute beaucoup les auditeurs loin des réseaux sociaux. Alors il se trouve aussi que votre connaissance de l'informatique vous a aidé aussi à bâtir tout ça, Alexandre Mars. Oui, ma connaissance, Jacques, je ne sais pas coder. Hein. Moi, j'ai jamais su coder. J'ai une connaissance parce que ça m'intéresse comme... Chaque fois que je lance quelque chose, je pars du principe que je ne connais rien. C'est un principe fondateur dans tout ce que j'ai pu créer. Je crois que j'en suis à ma 6e ou 7e entreprise. Chaque fois, je regarde quelque chose et je dis « Ok, je n'y connais rien, j'ai besoin de comprendre. » Et donc, je rencontre beaucoup de gens, je leur pose des questions. C'est pas pour autant que je sais coder. Je pense que mes enfants savent mieux coder que moi. Mais je comprends, je m'imprègne. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé cette fois-ci à développer, construire et puis terminer à vendre cette entreprise. Voilà. Et en même temps, le fait d'avoir vécu aux États-Unis dès vos jeunes années, ça vous a aidé, je pense, non? Bien sûr, je pense qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, qui s'est beaucoup développée en France depuis une dizaine d'années, mais qui était moins là peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans. On voit aujourd'hui, et tant mieux, je vois qu'il y a au quotidien en France des gens qui disent je vais créer mon entreprise, je vais me développer, pas forcément une entreprise dans le monde entier, mais une entreprise voilà, où ils se disent moi j'ai un problème à répondre et sur lequel je vais y répondre avec cette entreprise. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est baigné dans cette culture de l'entrepreneuriat, on est baigné dans cette culture de je lance et puis parfois je vais pas y arriver. Hein. Oui, mais en même temps, un Français qui arrive aux États-Unis, c'est pas toujours bien vu, Alexandre Mars. C'est pas qu'un Français, non, je pense pas. Je pense quel que soit le pays, si vous arrivez et si vous dites je sais mieux que vous, c'est certain que vous n'allez pas tellement être bien accueilli. Mais ce sujet est vrai dans tous les pays du monde. De nouveau, moi, quand j'arrive dans un pays, j'essaie de comprendre.
et j'écoute, je passe du temps avec les gens et la culture est différente. Et souvent, quand les Européens arrivent aux États-Unis, les gens pensent que c'est assez facile parce que c'est très similaire. C'est beaucoup plus différent que ce qu'on peut imaginer. Oui, quand vous arrivez dans un pays, la première chose que vous faites, c'est de comprendre les codes et d'apprendre des mots. Ouais. C'est assez particulier. Moi, j'adore ça et je le conseille. D'ailleurs, c'est dans mon livre Pause. Là, je reviens il y a 10 jours d'une semaine en Afrique de l'Est. Et c'est vrai que j'étais en train de m'améliorer tous les jours. Quand j'arrive là-bas, je dois avoir le basique. Là, j'étais au Kenya, par exemple, je dois avoir le basique du Swahili. Je dois pouvoir dire dans les termes un bonjour, comment ça va, merci, au revoir. Tout ce qui va être, qui fait que... Et je vois dans le regard que j'ai, quand j'arrive et quand je dis bonjour dans leur langue et même avec une petite différence, parce que je sais qu'ils vont juste trouver ça agréable. Ils vont dire il y a un effort qui est fait. Alors, vous avez développé donc cette société Faune Valley et puis vous l'avez revendue, une fois de plus, la bascule, car vous n'avez pas voulu la conserver. Ah, vous parlez de Scroon. Scroon. Oui, tout à fait, la même chose. Mais en fait, le principe de départ, il n'était pas du tout, je n'imaginais pas arriver à avoir une entreprise pendant les 50 prochaines années. C'était pas mon objectif. Jacques, vous n'êtes pas resté dans la même entreprise toute votre vie non plus. Vous en avez fait quelques-unes des entreprises. C'est la même chose. Pour moi, l'objectif, c'était de me dire, aujourd'hui, ça répond à un besoin. Peut-être que demain, ce besoin sera différent. N'oublions pas aussi quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que je n'avais pas du tout l'envie de toute ma vie rester à créer des entreprises tech qui répondent à chaque fois à un besoin. Tout ça, c'était pour moi une raison, une excuse pour avoir les moyens financiers. Donc pour moi, c'était le plus vite possible, j'allais avoir mes moyens financiers, j'allais avoir suffisamment d'argent pour dédier la majorité de mon temps à des causes qui sont importantes pour moi. Et ces causes-là, c'est l'injustice sociale, c'est les grandes difficultés qu'ont les gens qui ont moins. Et moi, j'étais très heureux, donc il fallait aller vite. Voilà. Et ça, justement, on va en reparler à travers une autre date clé, le 8 septembre 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Mars. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Mars. Votre livre Pause pour une vie alignée, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Il est édité chez Fayard. Mais justement, ce parcours qu'on évoque, il a débuté à l'école, il s'est poursuivi par des premières entreprises. Et il y a une date importante, c'est le 8 septembre 2016, je l'ai trouvé. Ce jour-là, vous faites une conférence à la New School à Manhattan. Vous êtes l'un des animateurs du Global Youth Summit, un forum organisé pour les jeunes riches en quête de solutions philanthropiques. Vous en souvenez de ce débat ? Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, je crois qu'on avait été suivi, par une équipe de télévision, je ne sais pas si c'était TF1 ou France Télévisions qui me suivait là-bas. J'habite aux États-Unis et j'ai monté une autre entreprise qui s'appelle Epic à ce moment-là. Et Epic, c'est une entreprise qui essaie de comprendre pourquoi et apporter des solutions. Surtout pourquoi les gens qui ont des moyens ou des entreprises qui ont des profits importants ne partagent pas plus. Quand à côté de ça, vous avez des associations, des organisations sociales, des ONG qui font un travail considérable et qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc, je construis Epic en disant il va falloir absolument trouver un équilibre entre les gens qui ont ces moyens-là et ces entreprises qui font un travail considérable. Oui, parce que les œuvres caritatives, il y en a beaucoup. Les frères ennemis avaient fait un sketch dans les années 60 avec le gala au profit des organisateurs de gala. Tout a été fait dans ce domaine-là, vous vouliez autre chose. Ah oui, de nouveau, tout à l'heure, on parlait de cette innovation. Là, je me suis dit, dès le départ, il y a un problème. Si je vais poser la question à toute personne en disant est-ce que vous pensez que le monde de l'humanitaire pourrait être plus moderne ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez donner parfois plus si le retour est plus clair, où va votre argent? La majorité des gens que j'interviewais, à nouveau, sans le savoir au départ, moi je partais du principe, mais racontez-moi les problèmes que vous voyez. Je me dis, mais il y a plein de choses à faire. Et de nouveau, dans un monde qui est, Jacques, ultra-libéral, il faut un monde qui devient hyper social, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, le partage, c'était le titre de mon premier livre, La révolution du partage. Pour moi, c'était obligatoire. On ne peut pas continuer à accepter un monde qui en fait est aussi différent et en même temps avoir autant de moyens et d'avoir autant de souffrances, c'est pas possible. Alors dans cette conférence à New York, à Manhattan, vous évoquez aussi la façon dont vous avez choisi de devenir philanthrope, parce que ça s'est pas passé tout seul, Alexandre Mars. C'est un cheminement en fait, c'est un cheminement. Moi je savais très bien. Alors le terme philanthrope, moi j'ai un peu de mal parce que c'est un peu guindé, c'est quelque chose qui est quand même qui est un peu ceux qui ont les moyens
donne un peu d'argent à ceux qui sont en bas. Moi, je crois pas du tout à ça. Moi, je crois que c'est un travail collectif. Je crois que c'est le secteur privé, le secteur qui doit aujourd'hui aussi faire plus pour les gens qui ont peu. Et je pense qu'on parle beaucoup, évidemment, des lois, on parle beaucoup des gouvernements, mais à un moment ou à un autre, on ne peut pas toujours tout demander des gouvernements, donc il faut aussi que nous, on s'y mette plus. Et donc, j'ai développé une entreprise qui répond à ça, et qui a eu le succès qu'on connaît. Oui, et une entreprise très particulière, parce qu'il ne s'agissait pas de récolter de l'argent pour rien, c'était un placement pour ceux, et une certitude pour celles et ceux qui investissaient. Alors, point important, merci de préciser, il n'y a aucun modèle économique dans cette entreprise-là. C'est que dès le départ, j'ai expliqué aux gens, quand j'allais voir, si demain vous voulez donner plus, je vais faire le travail pour vous, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans beaucoup de pays du monde, des organisations, des ONG exceptionnelles en termes d'impact, de gouvernance, de qualité du management, des choses que vous allez regarder si vous faisiez un investissement. Mais point très important, c'est que 100% de l'argent que vous voudriez donner partira aux causes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dès le départ, j'avais décidé qu'en fait, le modèle était pur. C'est-à-dire que les frais de fonctionnement soient payés intégralement par moi au départ, et puis par le board, c'est-à-dire par des instances qui faisaient que quand vous donnez, vous ne puissiez pas dire, et vous savez que c'est souvent le cas, mais quand je donne 100, Alexandre, est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 60 euros qui partent à la cause? Là, on dit non, c'est 100%. Voilà. Donc le modèle est pur, il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire que cette entreprise, contrairement aux organisations, aux sociétés que j'avais montées au préalable, je ne la vendrai jamais. Il n'y a pas de modèle économique. Personne ne la jetterait. C'est une entreprise qui perd évidemment de l'argent chaque année parce qu'on paie des frais de fonctionnement pour que l'argent que les gens donnent puisse à 100% aller aux causes. C'est pour vous, Alexandre Mars, une façon de redonner ce que vous avez reçu? En fait, je ne pense pas que ce soit le... En fait, moi, je suis un obligé. J'ai grandi dans une république démocratique, dans accès à l'école. Moi, j'ai fait d'école publique quasiment toute mon existence, jusqu'à la fac. Je suis allé à l'hôpital je ne sais pas combien de fois public. J'ai grandi en mesurant 1m89, les yeux bleus, en m'appelant Alexandre. Donc j'ai compris très tôt que globalement, j'avais une obligation de me mettre au service des autres qui, par la naissance, par le pays, par tout un tas de raisons, auraient plus de difficultés, en tout cas, d'atteindre leur potentiel. C'est pour ça que moi, très tôt, je me suis dit, c'était ma raison d'être. Oui, et en même temps, quand on voit votre conférence à Manhattan, il y a beaucoup de jeunes philanthropes autour de vous. En France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare. En fait, on est dans une culture judéo-chrétienne que vous connaissez très bien, c'est-à-dire qu'on ne communique pas beaucoup sur ce que nous faisons. En fait, en France et en Europe, les gens peuvent faire, mais ils ne veulent pas communiquer, ils n'en parlent pas. Donc, aux États-Unis, quand vous faites, vous en faites trop d'ailleurs. Ouais. Vous le montrez beaucoup, certainement trop. Donc il y a une sorte de balance réelle. Je pense que souvent, et c'est le cas encore aujourd'hui en France, quand on parle de dons, parfois les gens disent « mais moi je suis philanthrope ». Alors moi je dis « mais raconte-moi où, comment ?» Je paie mes impôts. Oui. Et donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'état-providence où on dit on paie des impôts importants. On ne sait pas forcément toujours où vont ces impôts. Et on ne le saura jamais. Et donc, parfois, vous avez ce sentiment de dire, moi, j'ai fait suffisamment, maintenant, c'est à l'État de faire mieux. Ouais. Nous, ce que j'ai dit depuis le départ, c'est que vous avez un sujet là, et sur ce sujet-là, moi, je ne peux pas avoir la main sur savoir ce que fait l'État et ce qu'il peut faire mieux ou pas. En revanche, vous avez des organisations sociales qui sont exceptionnelles et qui demandent d'avoir plus de financement pour avoir un impact qui est considérable. Donc, en fait, c'est pousser ça de plus en plus. Et on parlait tout à l'heure de cette entreprise. Le monde d'avant, c'était un monde qui était géré par la philosophie de Milton Friedman. Milton Friedman, que vous connaissez, c'est économiste extrêmement connu et réputé pendant des années. Mettez en avant, dire juste, l'entreprise va faire le plus de profit possible et l'actionnaire, après, va décider de ce qu'il veut de ses profits. Ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que directement dans votre raison d'être, vos entreprises, vous puissiez dire mais pourquoi? On ne met pas de côté le fait que vous voulez faire des profits. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Et que ce ne soit pas l'actionnaire de décider uniquement. C'est dans la culture, dans la manière dont vous payez correctement vos employés, la manière où vous allez chercher vos produits. En fait, c'est une philosophie qui n'existait pas du tout il y a encore 10 ans de ça ou 20 ans de ça. Alors il se trouve, Alexandre Mars, que vous avez eu beaucoup plus de facilité avec cette société en allant voir les gens que les fois précédentes.
J'aimerais vous répondre que oui. Mais en fait, quand vous allez voir les gens et que vous leur dites, vous savez quoi, ça va être important et vous devez donner de l'argent, vous pouvez imaginer que les gens se séparer d'une partie de leur portefeuille, c'est pas non plus évident. Voilà. Donc non, moi je vous dis, quand c'est l'histoire de ma vie, des gens qui me disent bravo Alexandre, très bien ce que vous faites ou ce que tu fais, et ça j'en ai eu beaucoup, que après des gens me rejoignent tout de suite facilement, il y en a, hein, tant mieux et heureusement et merci à eux. Mais de nouveau, pour une personne qui m'a rejoint, c'est 3, 4, 5, 10 personnes qui me disent l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou un jour. Donc, ou jamais peut-être d'ailleurs. Ou jamais. Alors il se trouve aussi qu'avant de créer Epic, vous avez fait pendant 1 an le tour du monde en famille et que ça a été important pour vous. Alors ça aurait pu être une date clé, parce que nous, en famille, on considère que c'est une date clé, ce tour du monde. À un moment ou à un autre, on avait la possibilité, c'était une fenêtre de respiration possible pour Florence, mon épouse, pour moi et pour nos enfants. Donc on les a déscolarisés. J'en suis devenu le professeur de mes 2 grands. Florence s'occupait de la 3e. Depuis, on a eu un 4e enfant. Et ça a été exceptionnel. On a pu se permettre ça. C'était exceptionnel. On rencontrait justement des peuples du monde entier. On s'est régalé. Oui, mais en même temps, c'est peut-être pour ça qui vous a aussi donné l'idée d'Epic et le développement d'Epic. Je pense que ça a permis exactement, parce que dans ce tour du monde, j'aurais dû le préciser, je m'étais dit, je sais déjà ce que je pense faire, mais c'est peut-être une vision un petit peu américaine ou européenne. Qu'est-ce qui va faire quand je vais me retrouver dans tous ces autres pays? On a fait beaucoup de pays. Et là, à chaque fois que j'arrivais dans un pays, je contactais et j'allais rencontrer des gens en disant « Mais toi, comment ça se passe chez toi ?» J'ai besoin de comprendre sur les organisations sociales, sur le partage, sur l'entraide. Et je faisais une étude de marché, mais pas cette fois-ci en chambre, comme on peut dire, mais directement dans la vraie vie, en allant dans les pays. Et votre femme Florence, elle aussi a voyagé un jour en allant rencontrer, non pas Mère Teresa, mais les sœurs qui étaient autour d'elle, je crois, en Inde. Et exactement, elle a travaillé longtemps comme ça, après ses études. Elle a fait, après avoir fait des grandes études, elle a d'abord travaillé chez L'Oréal, et puis à un moment, elle s'est rendue compte que son alignement n'était pas forcément parfait et qu'elle allait certainement avoir d'autres envies. Et ces envies, elle s'est retrouvée à travailler pour les Sœurs de la Charité, qui donc l'organisation indienne de Mère Teresa, dans un orphelinat pour enfants handicapés, neuroatypiques pour certains et pour handicapés physiques pour d'autres. Voilà. Et il se trouve qu'il y a un écrivain célèbre qui lui aussi a été un philanthrope. Je pourrais être chauffeur de taxi aujourd'hui à Jérusalem. Je connais chacune de ces ruelles. Dominique Lapierre, je ne sais pas si vous connaissez son nom. Il a fait la Cité de la Joie et à partir de ce jour-là, il n'a plus vécu. Et j'en sais quelque chose, il m'appelait pour des articles que pour la philanthropie dans ce pays-là. Et oui, mais je pense que l'Inde est particulier. L'Inde, c'est vrai que vous avez 300 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 euros par jour pour vivre. Donc vous avez un modèle où vous dites c'est pas possible d'accepter ça. Et donc si vous êtes humaniste, pour un tout petit peu, vous dites il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et pour la création d'Epic, Alexandre Mars, il y a eu un autre déclic, c'est le lancement de The Giving Pledge par Warren Buffett et Bill Gates. Ça aussi, ça a été important. Alors, le pledge, je ne sais pas si vous voulez l'expliquer, en fait, c'est ces 2 milliardaires qui sont dit, on va décider à partir de maintenant que 50% de ce que nous avons partira à des causes sociales. Et donc voilà, et ils se sont dit, ça sera nous qui allons faire ça. Et on va aller convaincre tout un tas de milliardaires dans le monde pour le faire. Donc, c'est pour certains, ils ont trouvé ça confiscatoire. Quand vous dites 50%, c'est beaucoup. Après, c'est vrai que les États-Unis ont un modèle de fiscalité assez positif pour pouvoir vous permettre de faire ce type de donation. Voilà, donc il y a eu beaucoup de milliardaires qui se sont engagés là-dessus. Et c'est arrivé pratiquement en même temps. À peu près au même moment. Voilà. Et il se trouve que vous avez aussi, parce que vous avez continué à créer des sociétés, et pour justement avoir un peu d'argent pour faire tout ça, vous avez investi dans des startups. Là aussi, il ne faut pas se tromper, Alexandre Mars. Oui, en effet, mais le principe de la vie, c'est qu'on se trompe aussi. Ouais. Enfin, il faut aussi assumer ses échecs, parce que si vous assumez vos échecs, vous êtes meilleur la fois d'après. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être mieux faire la fois d'après. Donc c'est vrai que j'ai créé à un même moment une autre entreprise qui s'appelle Bliss, qui est une société d'investissement responsable. Donc là, c'est faire des investissements qui sont en phase avec une vision qu'on a de la société. Si je prends un exemple comme Too Good To Go, que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent, qui est sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, oui, aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise tech qui a en plus un impact
positif. Voilà, et le mélange des deux donne ce que vous faites aujourd'hui. On va continuer à en parler à travers la date de sortie de votre livre, le 13 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Mars. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Mars. On a évoqué votre parcours atypique, méconnu d'ailleurs parce que en cherchant un peu, j'ai trouvé une seule émission de télévision, c'est-à-dire en 2016, mais vous êtes très discret sur votre parcours. Je pense que si vous cherchez un peu mieux ou un peu plus, vous pourrez en trouver quand même un certain nombre. Ouais, mais c'est assez. Mais je suis persuadé que je suis pas aussi connu que d'autres. Mais en fait, je cherche pas forcément à être sur tous les plateaux. Mais quand j'ai la chance d'être invité, je viens avec plaisir. Voilà, alors justement, on va évoquer la date du 13 mars 2024, puisqu'est sorti ce livre, Pause pour une vie alignée. Et ce livre, c'est le résultat d'une série d'entretiens et de podcasts avec des personnalités, Alexandre Mars. Oui, Pause, au départ, je crée en fait un podcast qui s'appelle Pause. Et en fait, c'est des histoires incroyables de gens qui ont eu un parcours sortant de l'ordinaire. Et ça m'intéressait qu'ils me racontent comment ça s'est passé, comment c'est faisable, comment je vous vois aujourd'hui, vous êtes tout en haut de l'affiche, mais pour y arriver, ça a été extrêmement complexe. Et donc c'est ça, et en parlant de vulnérabilité, en parlant, et je sais que c'est important pour vous, Jacques, parce que c'est parfois des choses qu'on met moins en avant ou dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de parler de vulnérabilité, moi, j'ai envie de parler de failles, de blessures, d'échecs. Moi, j'ai envie de parler de gens qui vous disent non et comment vous allez rebondir par rapport à ça. Vous donnez quelques exemples dans le livre, dont Danny Boone, aujourd'hui star, qui a démarré et personne n'y croyait, Alexandre Mars. Même lui. Oui. À un moment ou à un autre, il faut comprendre. Hein. Danny Boone vient du Nord, il n'a pas d'argent, il vient travailler, il fait le cours Simon à Paris et il devient certainement, en tout cas ceux qui considèrent comme un des très bons, mais il n'a pas suffisamment d'argent. Et lui, il avait un autre talent, c'est que c'était un dessinateur. Il dessinait en fait. Et donc, il quitte le cours où il apprenait, où il était très bon, et puis il va dessiner. Et puis un jour, il rencontre une personne qui était une élève avec lui, et cet élève lui dit une phrase, il dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu joues ? Où tu joues ?» Et lui, il dit « Non, je joue pas. Moi, j'ai repris un boulot. » Et là, il lui a dit « Mais s'il y avait une seule personne qui aurait dû réussir, c'est toi. » Cette phrase-là a changé. Il a démissionné le lendemain. Et aujourd'hui, c'est Danny Boone. Et l'un des premiers à avoir cru en lui et qui l'a soutenu, c'est Raymond DeVos, qui était lui aussi du Nord. Et Danny Boone dit toujours qu'il doit beaucoup de son parcours à Raymond DeVos. Il était très proche avec Raymond DeVos. Ah, ils se voyaient tout le temps. Ils se téléphonaient souvent et ils riaient ensemble. Alors, dans ce livre, vous évoquez, Alexandre Mars pose un modèle de vie, c'est-à-dire que la vie telle qu'on doit la connaître, eh ben, elle est liée à ce parcours avec des hauts et des bas. Mais bien sûr, et il faut l'assumer, il faut les assumer, ces hauts et des bas. Je pense que ça fait la beauté de la singularité de notre existence. Souvent, et vous le savez, on parle, d'ailleurs ce sous-titre là, pour une vie alignée, j'aurais pu dire la vie Instagram est un mensonge. On donne aux autres une vision qui est sublimée de nous-mêmes. Cette vision romantique, si vous voulez, mais la vraie vision, la version la plus honnête de vous, elle est vraiment différente que celle-là, enfin, pour la plupart des gens. Et je pense que le jour où vous acceptez la vraie version de vous-même, et plus la version la plus parfaite, déjà, il y a un alignement. On ne peut pas continuellement, en fait, être assez éloigné entre ses actions et ses pensées. Et donc aujourd'hui, l'alignement, c'est un mix de ces deux sujets. Et dans ce livre, vous expliquez, Alexandre Mars, que le travail est essentiel et vous avez énormément travaillé pour en arriver là. Je travaille aujourd'hui encore. C'est pas que je travaille aujourd'hui tellement. Mais de nouveau, parce que j'ai plusieurs activités et parce que c'est tellement important, en tout cas pour moi, d'arriver à avoir cet impact pour des gens qui sont en énorme difficulté, en grande souffrance, en combattre ces injustices sociales. Donc pour moi, je travaille certainement plus que de raison. Et puis, vous l'avez raison, dans ce livre, toute personne que j'ai eue sur le podcast Pause, c'était ça. C'est quand je pose la question, alors comment vous êtes arrivé là ? Mais tout le monde m'a dit, j'ai travaillé plus que les autres. De ma vie, Jacques, j'ai jamais, je pense que c'est votre exemple, quand je vois le nombre d'heures que vous avez passé pour travailler cette interview. Vous n'avez pas fait ça en 10 minutes. Pas vraiment, non. Et voilà. Et en fait, les gens pensent parfois, et on revient sur Instagram, on voit quelque chose, on dit, ça doit être facile. Mais non, c'est pas facile. C'est pas pour autant que c'est pas agréable.
Moi, je m'en veux pas de travailler énormément. Mais je ne raconte pas des cracks. Et puis il y a une chose importante, et c'est un conseil encore à vous donner dans ce livre, il faut saisir sa chance. Et ça, c'est essentiel, parce qu'à un moment, il y a un déclic qui se produit, il ne faut pas passer à côté. La chance existe, les chanceuses n'existent pas. C'est comme ça que je l'explique. C'est qu'en haut, oui, la chance, elle peut arriver là. C'est l'exemple de Danny Boone qu'on citait juste au préalable. Danny Boone, la chance qui rencontre cet élève, à ce moment-là, il aurait pu partir 5 minutes après de chez lui ou 5 minutes avant de chez lui, il ne l'aurait pas rencontré. Et là, il s'est passé. Qu'est-ce qu'il en a fait? Cette phrase, c'est toi qui aurais dû le faire. Bah, lui, il s'est dit, j'en fais quelque chose. Et donc, il a saisi sa chance. Et il y a une phrase que vous avez souvent entendue et vous avez lutté contre, c'est « tu ne réussiras pas ». C'est le chapitre numéro 1. Combien de fois ça nous est arrivé? Toute personne qui nous écoute aujourd'hui, je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Quand vous êtes arrivé avec un concept d'émission, un concept de film, avec un quoi que ce soit, mais non, ça a été déjà fait, ça n'a jamais été fait, c'est pas possible. T'es grand, t'es petit, t'es large, ta couleur de peau, ton prénom, mais c'est infini. Mais moi, je me souviens de Totsi, il a fallu 10 ans pour le tourner, personne n'y croyait. Voilà. Et regardez l'énorme succès que ça peut être. Exactement. Une petite chose en plus, grand succès en ce moment, mais même chose, le nombre de personnes qui ont dit « mais non, c'est pas possible, on peut pas mettre des jeunes neuroatypiques, est-ce que c'est faisable ?» Et c'est faisable. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui vous disent « non, ce n'est pas possible ?» Eh bien, dans ce livre-là, évidemment, j'ai plein d'histoires, de raisons, de comment faire pour arriver à passer outre. D'ailleurs, vous tutoyez le lecteur dans ce livre. Je tutoie tout le monde, Jacques. Donc là, c'est spécifique, parce qu'à l'antenne, je dois vous voyez, mais je tutoie tout le monde. J'appelle ça le tutoiement citoyen. Ça existait, hein, c'est en 1792, en parlant de chiffres. Mais bon, c'était le comité de salut public qui l'avait instauré, donc peut-être que c'était pas les très bonnes années. Mais moi, je trouve que dans le tutoiement, on est au même niveau. Et moi, je trouve ça agréable d'être au même niveau. Alors, vous évoquez aussi un thème important pour chacun d'entre nous, c'est la rencontre avec soi, Alexandre Mars. Ah, c'est une histoire d'une vie, ça, d'avoir cette rencontre avec soi. Mais elle est essentielle. Il faut en tout cas cheminer pour cette rencontre. Parfois, vous l'avez à 15 ans, parfois vous l'avez à 50, parfois vous l'avez jamais. Mais en tout cas, il faut le nombre de personnes qui me disent « mais moi, je suis dans comme un hamster dans une roue et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a peut-être autre chose. » Il y a certainement peut-être autre chose, mais posez-vous les questions, prenez ce temps de repos. D'ailleurs, dans ce livre, je vous dis aussi, soyez égoïste de temps en temps. Prenez ce temps pour vous. À un moment où vous dites, tiens, il va falloir que vous creusiez un petit peu. Oui, et il faut écouter les autres, et vous l'avez appris un jour à vos dépens avec un milliardaire australien, Alexandre Mars. Oui, parce que j'étais tellement... je voulais le convaincre qu'il fallait qu'il donne plus, et j'étais en train de lui parler. Et à un moment ou à un autre, il m'a dit... et tu m'as pas écouté. Et en fait, je m'étais dit, j'avais que 20 minutes avec lui ou 30 minutes, il fallait que j'aille. Et en fait, j'aurais dû en effet commencer ce que je fais très souvent. Comment ça va? Une question, comment je peux vous aider? Et là, j'étais tout de suite en train de raconter mon histoire et j'aurais dû prendre un peu plus de recul. Et cette histoire me fait penser à une chanson très célèbre. Parlez-moi de moi, y'a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de Guy Béard qui a fait cette chanson, qui le matin parlait à son arbre, d'ailleurs c'était son seul interlocuteur. Et c'est vrai que les gens parlent beaucoup plus d'eux parfois que des autres. Bah oui, je pense que c'est peut-être un des défauts que nous pouvons avoir, mais en fait c'est aussi la société qui est tellement autocentrée qu'on est d'abord là pour parfois essayer de vivre, survivre pour certains. Et donc, on est moins intéressé par l'autre. Et dans ce livre, vous évoquez aussi les jeunes des banlieues, en évoquant certains miracles, notamment un garçon qui a eu un contrat chez Nespresso, un autre qui est devenu agent d'influenceur, ce qui n'était pas possible au départ. Non, en effet, mais l'un et l'autre, énormément de travail, où ils ont pris un biais, ils ont pris un chemin de traverse. Parce que si on rencontre aujourd'hui, et quand je les ai interviewés sur Pause, le podcast... Ben, ils m'ont dit, moi, on me laissait pas la chance, hein. J'aurais pas pu le faire. Je n'aurais pas pu le faire. On m'a dit, ce n'était pas pour moi. Voilà. Et finalement, ils y sont arrivés. Et il faut surtout, et vous le dites encore une fois dans ce livre, c'est un conseil de vie, car ce livre est un conseil de vie. Il ne faut pas écouter parfois les conseils de ceux qui vous en donnent. Eh oui, c'est dur, hein, parce que c'est vrai que les gens, soit s'ils veulent être sympathiques avec vous, parce qu'ils veulent pas que vous vous fassiez mal, ils veulent vous protéger, mais dans ces cas-là, vous faites plus grand-chose, parce que c'est vrai que le principe, c'est de pas faire. Rester, ne bougez pas. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Mais c'est vrai, quand vous faites, il faut prendre le principe que vous allez certainement, potentiellement avoir des difficultés, échouer, pivoter. C'est normal, mais pas de remords.
Et pas de remords. Et puis vous citez quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, que vous n'avez jamais rencontré, c'est Nelson Mandela. Oui, parce qu'il a cette phrase-là que moi j'adore, de Nelson Mandela. Son histoire est juste incroyable, mais cette phrase-là qui dit « je n'échoue jamais ». Il dit « soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que ça, c'est une philosophie exceptionnelle, en tout cas pour les entrepreneurs. Au quotidien, vous devez apprendre. Les échecs, Jacques, on en a toutes et tous, mais... moi, j'en ai quand même très souvent. Peut-être vous en avez moins, Jacques. Moi, j'en ai beaucoup. Vous, oui. Et ben, qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment ça me permet d'être meilleur? Et que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, c'est au quotidien. Comment je vais apprendre quelque chose? J'aurais pu faire mieux là, j'aurais pu être meilleur. C'est un principe de vie. Hein. C'est Charles Trenet qui disait « La vie est un rêve traversé par un cauchemar. On le digère et le rêve recommence. » Ça correspond à ça. Ouais, je pense que ça correspond à ça, Jacques. Je pense que la vie, il faut assumer qu'elle est très complexe. Alors, il faut savoir aussi que dans ce livre, vous parlez des femmes, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et aujourd'hui, on a perdu cette incapacité des femmes. Elle n'est plus d'actualité, heureusement. Et vous le dites à travers Hélène Darroze et d'autres exemples. Oui, de nouveau, moi j'ai été éduqué par ma maman avec qui j'habitais, même si mon papa était pas très loin, mais en tout cas ils étaient divorcés, donc j'ai grandi. Puis très tôt, j'ai rencontré ma femme. Je suis entouré de bonnes fées, de femmes qui sont là et qui éclairent mon chemin de vie. Mais c'est vrai que j'en parle aussi. Heureusement qu'il existe des lois, la loi Copizy-Biermann, la loi Rixin, qui obligent là à avoir une meilleure parité. Et puis, en même temps, vous évoquez certaines personnes comme Alexia Laroche-Joubert, qui est une éponge, qui a entendu et qui a eu des idées. Et ça, c'est important d'écouter les autres, pas seulement les autres, mais écouter l'actualité, lire les journaux et prendre chaque phrase dans un journal. Partez du principe que vous ne savez pas. Alexia Laroche-Joubert, que vous citez là, qui a une des plus grandes réussites du secteur télévisuel depuis 20 ans, elle, en fait, dès le départ, encore aujourd'hui, elle écoute, elle se pose, elle va passer des questions, elle va écouter les réponses. Poser des questions, c'est une bonne chose. Écouter les réponses, c'est peut-être encore mieux. Vous avez raison. Prenez votre temps, discutez, écoutez, et de là, vous allez certainement arriver à trouver la bonne offre. Et puis, il faut quelquefois partir en guerre contre les règles imposées. Vous évoquez Mike Horn, qui a eu aussi quelques difficultés physiques et morales, et qui s'en est sorti. L'histoire de Mike Horn est exceptionnelle. C'est un homme exceptionnel et qui a décidé de tout quitter du jour au lendemain après la mort de son papa. Il était en Afrique du Sud. Il a dit « je voyage ailleurs ». Et puis, il a atterri en Suisse. Et à l'époque, c'était encore l'époque de l'apartheid. Et il crée sa vie à partir de là, avec une vision très claire en disant moi je vais être un aventurier et je vais faire des choses avec les gens que j'aime. Ce livre Pause, finalement, c'est une façon de soutenir les autres, de donner un chemin de vie, Alexandre Mars. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est une plateforme. C'est écouter ces gens-là qui ont eu des parcours peut-être comme le vôtre, qui nous écoutaient, vous ne vous rendez pas compte, mais ça a été quand même extrêmement complexe, compliqué. Regardez comment ils ont fait, à quel moment, qu'est-ce qu'ils ont pris, quels sont parfois les moments où ils ont dit stop, où ils ont dit on continue, où on trouve un moment un peu différent. Essentiel, parce que je pense, la vérité, c'est que c'est ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, ça touche tout le monde. Oui. Tout le monde. Et d'ailleurs, si on veut lire le livre, on peut écouter les interviews, car vous avez prévu des flashcodes pour retrouver les interviews. Exactement, en fait. On parle de ce podcast Pause sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est vrai que dans le livre, vous avez parlé de Alexia, de Mike Horn et de tout un tas de personnes. Vous allez pouvoir les taguer, les retrouver, écouter en fait la continuité, l'ensemble de ces podcasts. Et vous pourrez retrouver notre entretien d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez transmettre à ceux et celles que vous connaissez. Le livre s'appelle Pause pour une vie alignée chez Fayard et je le recommande et pas seulement à celles et ceux qui cherchent un chemin de vie. Merci Alexandre Mars d'avoir écrit. Merci Jacques pour ce très bon moment. Et continuez ainsi. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.